Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je refais parce que j'avais déjà tourné cette vidéo dans mon petit décor, sauf que évidemment, une fois que j'ai voulu faire le montage, pas de son. C'est-à-dire qu'en gros, le micro n'a pas fonctionné. La technique. Ça prend l'eau. Bah oui, ça prend l'eau d'un peu partout. Aux États-Unis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous avons ce problème aujourd'hui, à savoir comment on va gérer les choses pour l'année prochaine, en 2024. Parce que force est de constater, et ça, au sein du Parti démocrate, une grande partie des membres sont conscients que la possibilité de voir Biden briguer un second mandat nous semble complètement abstrait, complètement impossible, au vu de l'état aujourd'hui de ce président, qui est encore une fois de plus au sommet du G20, ou à Hanoï, il nous a fait encore un coup de calgon. Donc très clairement, ça pose un gros problème parce que déjà ça pose un problème de crédibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup d'Américains sont conscients que finalement Biden c'est pas lui qui dirige le pays mais que ce sont certainement des sous-fifres qu'on va dire l'état profond, et qu'évidemment pour leur crédibilité, là je parle des démocrates, ça la fout mal. Donc est-ce qu'il va y avoir un rebondissement ? Est-ce qu'il va y avoir un événement qui va faire en sorte que finalement Joe Biden ne pourra pas briguer un nouveau mandat ? D'autant plus que nous avons actuellement les républicains qui sont en train de préparer une procédure d'empêchement. La procédure d'empêchement, cette même procédure qui avait été lancée contre Donald Trump, là cette fois-ci, le problème, c'est qu'on ne pourra pas tourner autour du pot et on ne pourra pas éviter le fait que les tests qui pourraient être faits pour vérifier si Joe Biden, eh bien toute sa tête pourrait être à la tête du pays, bah évidemment, ça risque de ne pas passer. Sauf que, comme je vous l'avais dit, il pourrait y avoir une sorte de collusion, une sorte d'intérêt commun entre les républicains et certains démocrates d'avoir une opportunité d'écarter définitivement Joe Biden. De fait, jusqu'à l'élection présidentielle, si on écarte Joe Biden pour un empêchement, c'est Kamala Harris qui succède donc, et que par conséquent elle serait donc la première femme présidente des États-Unis d'Amérique, en attendant les élections, évidemment. Sauf qu'il y a une portion, comme chez les républicains, vous avez les tarés, ceux qui sont à côté de la plaque, ceux qui font tout pour essayer de sauver le navire, qui sont pas contents, ils critiquent le fait, pourquoi, c'est pas normal, c'est injuste, Joe Biden est un grand président, il fait énormément pour le pays, oui, bien sûr, ouais. Je tiens quand même à rappeler que les milliards de dollars qui ont été envoyés en Ukraine vont forcément peser sur la décision, sur le choix des Américains pour l'année prochaine. Parce que quand on voit que finalement une des promesses de campagne de Joe Biden qui était de soulager les jeunes étudiants de leur crédit étudiant, de l'endettement des crédits étudiants, on s'en doute que c'est pas possible. Tu peux pas faire de l'interventionnisme dans des affaires privées, puisque les affaires privées, c'est évidemment des banques. C'est des banques qui ont fait des crédits à des étudiants, et que les étudiants, une fois qu'ils ont le diplôme, ils sont obligés de rembourser. Sauf que le problème, c'est que quand ils trouvent pas de boulot par rapport au diplôme qu'ils ont passé, qu'ils sont obligés de trouver un boulot chez McDo, dans un restaurant, ou dans de la manutention, etc., forcément, ça la fout mal. Ça la fout d'autant plus mal que aujourd'hui,
je vous ai fait une vidéo sur aujourd'hui les conséquences du wokisme. C'est que le wokisme soutenu rubis sur l'ongle, parce que c'est un électorat pour les démocrates, c'est un électorat progressiste, aujourd'hui se font de plus en plus une mauvaise pub. Ils ont une mauvaise image auprès d'une grande majorité d'Américains, y compris des progressistes, pas uniquement que des conservateurs, et que par conséquent, ça aussi, ça commence à jouer en défaveur des démocrates. Il reste une rumeur qui plane, comme quoi, alors attention, je précise bien, c'est une rumeur, que l'on pourrait éventuellement voir s'aligner Michelle Obama. Même si ce n'est pas une idée nouvelle, ça fait depuis que Barack Obama a quitté la Maison-Blanche que même à un moment donné, on avait suggéré l'idée que peut-être Michelle Obama serait mieux que Hillary Clinton, mais Michelle Obama a dit catégoriquement non. Je ne suis pas folle. Et je pense qu'elle est encore moins folle aujourd'hui à vouloir se lancer dans une présidentielle, dans une candidature, quand elle sait que de toute façon, même si elle gagne, elle va se récolter toute la merde. Donc, pour l'instant, en ce qui me concerne, ce n'est pas une possibilité. Mais, il ne faut jamais dire jamais. Ça prend l'eau. Ça prend l'eau aussi chez vous en France, où on dit tout et son contraire. Où aujourd'hui, très clairement, le paysage politique français est en pleine déliquescence. On a vu des propositions d'unification des souverainistes entre le Rassemblement national, les patriotes, Debout la France, etc. Sauf que le problème, c'est qu'entre tous ces personnages, il n'y en a qu'un seul qui veut véritablement la souveraineté de la France par le retrait de l'Union européenne, c'est François Asselineau. Tous les autres, ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Même Marine Le Pen. Je vous mets au défi de me trouver dans les confessions de foi, le programme. Moi, j'ai regardé récemment le programme pour les européennes sur le site Rassemblement National. Il n'y a rien pour la sortie de l'Union européenne. Je dirais, pour poser une candidature pour les élections européennes et vouloir sortir de l'Union européenne, évidemment, là, il y a une ambiguïté. Mais, très clairement, de toute façon, le Rassemblement national n'a plus l'intention de sortir de l'Union européenne. Debout la France, Dupont-Aignan, pareil, n'a pas l'intention de sortir de l'Union européenne. Philippot, quand du côté de la gauche, de toute façon, elle est pro-européenne. Donc, elle, hors de question que ça sorte de l'Union européenne. Et donc, vous êtes aujourd'hui dans un marasme absolu. C'est-à-dire, vous avez des ministres qui vous mentent constamment. On a un Bruno Le Maire qui vous dit que tout va bien, qu'il n'y a pas d'inflation, que ça va se redresser, etc. Vous avez un Véran qui est toujours aussi affreusement démago dans ses discours. On a une Borne qui vient de vous annoncer qu'elle va peut-être encore utiliser du 49.3. Vous avez d'autres ministres qui pètent plus haut que leur cul, etc. Mais alors, en plus de ça, évidemment, la petite guerre médiatique entre la gauche bien pensante et la droite droitiste, ça en devient mais ridicule, quoi. Si demain on s'en rend compte que les télévisions perdent de plus en plus d'audience, ce sera que de leur faute. C'est pas la faute des streamings. Avec leurs programmes de merde, leurs idéologies de merde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, toujours le problème des migrants. Là, Lampedusa, 6 000 migrants arrivés sur plusieurs centaines de bateaux. Là, c'est pas du boat people, comme on disait avec les Cambodgiens, les Vietnamiens, etc., qui essaient d'échapper à des régimes vraiment durs à l'époque. Là, c'est de l'esclavage moderne.
c'est le nouveau, c'est la nouvelle traite négrière. Excusez-moi du terme, parce que là, quand on voit les migrants en question, hein, c'est que des Noirs. Donc là, on importe des gens pour soi-disant améliorer la démographie de nos pays, etc. Et je vous avais expliqué le problème de la fiscalité, c'est qu'ils comptent sur le fait de ces migrants pour diluer la dette, sauf que le problème, c'est que ces migrants, combien il y en a qui vont véritablement, avec les années, réussir à s'intégrer, avoir des formations, trouver un métier, gagner de l'argent et payer des impôts? Donc, il y a un moment donné, il faut faire la part des choses. C'est combien nous coûte un migrant qu'on accepte chez nous pour l'aider, se loger, se nourrir, se former, l'aider à trouver un travail, l'aider à parler le français, etc. etc. Est-ce qu'il va, à un moment donné, être actif, productif, pour que fiscalement, il soit viable? Il n'y a pas d'études là-dessus. Ah oui, mais bien sûr, il y en a qui vous sortent des chiffres, combien ça coûte un migrant, etc. Mais le problème, c'est que, je vais peut-être paraître un petit peu dur, mais il est où le retour sur investissement? Non, parce que si c'est compter sur les Français pour continuer à payer la facture, pour être dans le solidaire, dans l'humanitaire, etc., jusqu'au moment où, alors je ne parle même pas des problèmes d'intégration, d'assimilation, de différences culturelles, etc. Enfin, il y a un moment donné où la coupe est pleine. Sauf que vous avez des gens, vous avez des médias, vous avez des politiciens, vous avez des artistes, vous avez des intellectuels, qui eux, de toute façon, sont dans la doctrine la France, pays des droits de l'homme, donc on ne peut pas rejeter des gens, faut les accepter, etc. Bah oui, mais qui c'est qui paye? C'est pas eux, hein. Ils payent des impôts, oui, mais eux, ils ont leur petit cocon, leur petite vie parisienne, bobo, tranquillou, puis je sors la tête de l'eau de temps en temps pour aller dire une connerie sur une chaîne radio ou sur une chaîne de télé, pour aller faire pleurer dans les chaumières. Rendez-vous compte, ces gens, c'est des pauvres, ils sont martyrisés, ils sont maltraités dans leur pays, et blablabla. Mais oui, mais le problème, c'est que tous les pays qui ont peut-être en effet les capacités d'accueillir des migrants, d'accueillir des réfugiés politiques, il y a un moment donné où il faut bien se dire qu'on n'a pas la bourse à Rothschild, on n'a pas un porte-monnaie infini. Qu'à un moment donné, on va générer, et c'est déjà le cas, on génère déjà des déséquilibres dans la société française. C'est-à-dire, quand vous avez un émigré, par exemple, moi si je retourne en France, j'ai plutôt intérêt à retourner en France et à me faire soigner en France en tant qu'émigré qu'en tant que Français. Vous rendez-vous compte de l'idiotie, de la stupidité du truc? Certains me diront peut-être que je caricature, mais quand même. Si je me présente dans un hôpital, je me dis voilà, je suis citoyen américain, j'ai besoin d'être soigné, je peux bénéficier de la MAE, je ne sais plus comment ça s'appelle, et je me fais soigner aux frais de la princesse. Enfin, il y a un petit forfait quand même à payer, je crois, pour le. Mais alors que si je me pointe dans un hôpital français, l'hôpital français me dit oui, mais monsieur, votre carte vitale ne marche plus. Vous ne cotisez plus à la sécurité sociale. J'aurais beau dire, ben oui, mais attendez, j'ai quand même cotisé pendant près de 20 ans. Ah oui, mais vous cotisez parce que nous fonctionnons dans un système par répartition. Vous ne payez pas pour vous, vous payez pour les autres. Et les autres paieront pour vous le jour où vous avez besoin. Je dis, ben justement, les autres, ils payent pour moi, là. Ah ben oui, mais le problème, c'est que vous ne bénéficiez pas des mêmes droits puisque vous êtes un Français expatrié, que vous ne payez plus votre sécurité sociale. Ah oui, ça c'est une réalité. Ça prend l'eau donc aussi en Allemagne. Les Allemands, ils sont mal quand même. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Les Allemands continuent à recevoir du pétrole russe. Pardon?
Je croyais qu'on avait boycotté... Hein non. Ça prend l'eau au niveau du G20. Le G20, le résultat n'est pas top, hein, surtout avec l'Ukraine qui traîne cette affaire. Zelensky là, qui continue à faire sa tournée médiatique pour réclamer toujours plus d'armes, toujours plus d'argent. Et on a sur les médias les bons petits soldats idéologiques, la bonne propagande qui crie victoire, gloire à l'armée ukrainienne dès qu'elle reprend un petit village, une petite ville, mais qui stratégiquement n'ont absolument aucun intérêt. Hein, rappelez-vous, je vous ai dit de toute façon que Poutine, son intérêt, ça va être de fixer le conflit. C'est-à-dire de se mettre dans une position défensive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les Ukrainiens ils vont faire une offensive, ils vont se péter le nez. D'où la raison pour laquelle, tout d'un coup, on a décidé de leur envoyer des missiles. Alors des bons missiles, hein, cette fois-ci, puisque là, on a appris qu'ils avaient réussi à toucher un sous-marin et un navire militaire russe dans le port de Sébastopol. Alors ce qui change un peu la donne, parce que ça veut dire que maintenant, les Ukrainiens vont pouvoir aller taper sur des territoires russes. Parce que oui, la Crimée et le Donbass sont des territoires russes. Du point de vue des Russes. Du point de vue de la communauté internationale, évidemment, nous ne reconnaissons pas ces annexions. Donc ça veut dire qu'on autorise Kiev de taper dans ces territoires des matériels, de taper des civils aussi, hein. Soyons clairs. Hein. On montre souvent les destructions ukrainiennes faites par les Russes de civils tués, etc. Mais on ne montre jamais ceux des Ukrainiens. Je sais pas, apparemment les Ukrainiens sont vachement plus précis dans leurs tirs, donc ils ne touchent pas de civils. Vous voyez, déjà, c'est pour ça que Sarkozy se fait un petit peu allumer d'ailleurs, parce que lui il le dit, attendez, jusqu'où on va aller, on est déjà à 500 000 morts, presque un demi-million. Hein. C'est officiel, hein, puisque même l'OTAN a officiellement donné le chiffre qu'on atteint les 500 000 morts en Ukraine. Sachant que Poutine va fixer le conflit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à envoyer de l'argent, des armes? Comme je vous l'avais dit, souvenez-vous dans une précédente vidéo, il y a un moment donné où il n'y aura plus de soldats, il n'y aura plus suffisamment d'Ukrainiens, mâles comme femelles, hein, ou transgenres si vous voulez, parce que où on en est aujourd'hui. Donc il va y avoir un moment donné où ça va coincer. Ça va coincer parce qu'il n'y aura plus assez de chair à canon. Donc il faudra bien envoyer un tôt ou tard des gens, sauf que les volontaires, mercenaires payés par des entreprises privées pour aller rejoindre des unités internationales, pareil, il y a un moment donné où un mercenaire, lui, c'est le pognon, c'est pas l'idéologie. C'est pas des philanthropes les mercenaires. Donc il y a un moment donné où les mercenaires, quand ils voient que le conflit, de toute façon, ça stagne, les mecs, ils ont envie de voir autre chose. Après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va mettre les pieds dedans? Poutine, il attend que ça. Ah oui, alors, Poutine. Rendez-vous compte, Poutine qui a rencontré Kim Jong-un. Poutine qui va peut-être rendre visite à la Corée du Nord. Quelle audace! Quelle honte! C'est la preuve que Poutine est affaibli pour aller chercher de l'aide chez les Nord-Coréens. Si vous croyez ça, c'est que vous êtes vraiment stupide, parce que je rappelle, hein, pour la petite histoire, la Corée du Nord, c'est un prestataire de service. Qu'est-ce que je sous-entends par prestataire de service? Je sous-entends le fait que la Corée du Nord, c'est un endroit que certains pays, parmi eux, protègent et disent à l'Occident pas toucher. Hein, parce que je rappelle quand même que les Américains sont passés experts dans la capacité de pousser à des révolutions, à des changements de régime, à des coups d'État, etc. Par contre, en ce qui concerne la Corée du Nord, il ne se passe pas grand-chose. Ah oui, dernier, il y en a qui disent oui, mais parce que la Corée du Nord, ils ont l'arme nucléaire.
protégés par la Chine et la Russie qui ont l'arme nucléaire. Oui, ils sont protégés, mais ils sont protégés pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, c'est un prestataire de service. Et qu'est-ce que je sous-entends par prestataire de service? Tout simplement, imaginez, vous êtes un pays qui a besoin de se développer dans beaucoup de domaines. Parmi ces domaines, vous avez évidemment la protection et la sécurité de votre pays, territoriale. Donc vous êtes équipé d'armes nucléaires. Sauf que le nucléaire, vous savez qu'en face, ils font des expériences, même si, comme vous, ils ont signé des traités. Des traités de non-recherche, de non-prolifération, etc. Mais ils le font quand même. Mais ils le font quand même parce qu'ils savent que eux, c'est l'Occident, eux, c'est les gentils. Donc personne n'ira chercher ou à regarder ou voir que finalement, ils sont en train de faire des recherches qui, normalement, sont interdites parce qu'ils ont signé un traité. Sauf que vous êtes les méchants. Donc, les méchants, dans votre pays, vous ne pouvez pas faire la même chose que ce que l'Occident fait. Donc, dans ce cas-là, faut trouver un endroit pour faire vos recherches, faut faire vos expériences. Un prestataire de service. Et vous avez la Corée du Nord. La Corée du Nord sert de laboratoire de recherche dans l'armement nucléaire pour des pays tels que la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde, le Pakistan et d'autres pays certainement qui se la jouent très hypocrite sur la question. Donc voilà la raison pour laquelle Poutine a rencontré Kim Jong-un, parce que c'est un partenaire. Alors, c'est un partenaire évidemment qui est un régime qui va à l'encontre de certains principes de liberté, etc. Donc évidemment, quand on s'appelle Poutine, on est dans le sens de l'intérêt, pas dans l'humanitaire. Si on était dans l'humanitaire, si on était dans les droits de l'hommisme, Poutine n'aurait jamais fricoté avec Prigojine. Poutine n'aurait jamais fricoté avec le président tchétchène. Poutine n'aurait jamais signé d'accord avec Bachar el-Assad. Mais ce sont des pays émergents. Ce sont des pays qui ont une vision, qui ont un système différent de ce que nous concevons, nous autres occidentaux. Et de fait, comme c'est des régimes totalement différents, alors je rappelle quand même qu'on a laissé en place pendant pas mal de temps, parce que on avait quand même des intérêts. C'était des régimes qui maintenaient les peuples, c'était des régimes qui maintenaient comme d'une main de fer des formes d'opposition. Et puis un jour ou l'autre, on s'est dit, est-ce qu'on a encore besoin d'eux? Donc on va provoquer des petits printemps arabes, un peu à droite à gauche. C'est les lois de la géopolitique, d'une manière générale. Donc voilà, oui, Poutine rencontre Kim Jong-un. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas étonnant. Il n'y a que les faibles duos qui sont étonnés de la chose et qui s'égaussent de leur honte sur la question. Donc l'Ukraine, en effet, ça prend l'eau aussi, parce que le petit Zelensky, il y a un moment donné où l'Occident ne vont pas pouvoir continuer à alimenter comme ça autant d'argent, autant de matériel. Surtout aux États-Unis, je vous ai dit, l'Ukraine, aujourd'hui, ça passe de moins en moins bien auprès de l'opinion. Que ce soit une opinion conservatrice, surtout une opinion conservatrice, mais aussi une opinion progressiste. Parce qu'évidemment, l'épée de Damoclès, c'est quoi? C'est que les Américains se retrouvent avec un président, avec une administration, qui vont décider de débouler en Ukraine. Et donc, vas-y que je t'envoie les filles et les fils des Américains, etc. Alors, essentiellement, beaucoup d'Afro-Américains, beaucoup d'Hispaniques, etc. Parce que c'est quand même aujourd'hui une bonne proportion de l'armée américaine. Ça, évidemment, c'est très compliqué. C'est d'autant plus compliqué que les récentes guerres, les récentes croisades qu'ont fait les États-Unis ont eu des résultats extrêmement discutables. Tellement discutables que dès que dans des médias on commence à remettre ça sur le plateau, tout de suite...
Donc, le petit Zelensky, il a raison hein, de ponctionner un petit peu dans le porte-monnaie, d'investir un petit peu à droite à gauche, dans des villas, etc. Parce qu'il sait que de toute façon, il n'est pas éternel. Et qu'il sait qu'un jour, il va se faire dégager. Parce que oui, de toute façon, tôt ou tard, l'Occident sera obligé de négocier avec Poutine. Et tôt ou tard, on sera obligé d'expliquer à tous les fragiles du haut qui sont en train de hurler sur les réseaux sociaux qu'on doit récupérer la Crimée, qu'on doit récupérer le Donbass, qu'on doit bouter le Russe hors d'Ukraine. Ceux-là, ils vont se retrouver un petit peu neuneux, un petit cocon, un petit peu concon d'ailleurs. Parce que finalement, on va négocier comme on a déjà négocié, comme on a négocié avec la Corée, comme on a déjà négocié avec Chypre, comme on a déjà négocié avec la Grèce et la Turquie, comme on a déjà négocié un certain nombre d'endroits. On dit, écoutez, là, on coupe la poire en deux, et puis toi, tu t'occupes de ça, puis toi, tu t'occupes de ça, et puis finito la guerre. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, vous avez des investisseurs en Ukraine. Les investisseurs, aujourd'hui, commencent à trépigner des pieds. Ils commencent à dire, écoutez, là, on veut tout de suite nos retours sur investissement. D'accord ? Donc, votre petite guerre, là, c'est bien gentil de la déclarer avec Maïdan, essayer de faire un petit coup d'État. C'était bien gentil d'essayer d'aller titiller Poutine. Mais là, maintenant, non, faut arrêter les conneries. On est déjà à mal parce que il y a une crise économique qu'on essaie de camoufler, mais un jour ou l'autre, ça va péter à la gueule de tout le monde. Et que là, il va y avoir tellement de dommages collatéraux, il va y avoir tellement d'éclaboussements que tout le monde va se retrouver comme deux ronds de flanc, à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Comme nos Américains aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'Américains aujourd'hui commencent à regarder un petit peu combien ça coûte. Combien ça coûte un McDo, combien ça coûte un Burger King, combien ça coûte un Five Guys, combien ça coûte un Taco Bell. C'est-à-dire toutes ces enseignes de fast-food qui étaient bon marché, ce qui faisait leur succès, aujourd'hui commencent à devenir moins bon marché. C'est-à-dire que pour une famille de 4 personnes, là où avant ils s'en tiraient pour $20, là maintenant la facture elle monte à $30. Je n'ose même pas imaginer dans certains États. Je vous informe que par exemple, ici en Caroline du Nord, le prix de l'essence, alors au gallon, était de 1,97, entre 1,97 et 2,10 quand je suis arrivé ici aux États-Unis. Là aujourd'hui, depuis la pandémie, depuis le coup de Trafalgar du fameux pipeline de l'Est, souvenez-vous, qui avait été piraté, qui a foutu un sacré bordel, depuis l'essence, elle n'a pas vraiment redescendu, au contraire, elle a frisé les $4. Là, ça aussi entre 3,30, 3,50, 3,60 le gallon. Mais vous avez des États où, j'ai envie de dire, la Californie par exemple, la Californie bat les records, puisque la Californie est arrivée à $7,40 le gallon. Alors je vous laisse vous amuser à faire les conversions pour vous donner un petit peu un ordre d'idée comparativement à ce que vous connaissez. Vous-même français, on est arrivé à même 2,48 je crois, à Paris. 2,48 bordel. Et là j'ai envie de dire, mais où sont les gilets jaunes? Oui, ça prend l'eau, ça prend l'eau de partout. Ça prend l'eau même dans la contestation. C'est-à-dire que là aujourd'hui les choses sont dures. Les choses sont d'autant plus dures que là maintenant est rentrée active la fameuse loi sur l'immobilier, là. Vous savez, cette loi pondue par les écolos qui aujourd'hui oblige les propriétaires à transformer, à faire des travaux très coûteux d'ailleurs, pour isoler et ne plus louer ou vendre des passoires thermiques. Oui, il y a des propriétaires là qui avaient leur petit patrimoine, qui louaient, etc. Ils sont dans la merde aujourd'hui parce que ils peuvent plus louer. Ils n'ont plus le droit de louer tant qu'ils n'ont pas fait les travaux. Là je peux vous dire que les écolos, ils vont se faire des copains.
Et je pense qu'ils vont le sentir venir aux prochaines municipales. Parce que là, tous les maires écolos en France, ils vont tous sauter les uns après les autres. Parce que même les petits bourgeois bobos de gauche écologistes des centres-villes qui ont voté pour ces gens-là, aujourd'hui, ils vont se prendre une grosse claque dans la gueule. Parce que dans les centres-villes, c'est souvent de l'immobilier qui n'a pas été rénové, qui n'a pas été restauré. Et donc, ils sont dans la classification des passoires. Ah là, tes petits loyers que tu ponctionnais à 2000 ou 3000 euros par mois, tu vas pouvoir t'en passer. Merci qui? Merci les écologistes. Par contre, je vous rassure, ça ne résoudra pas le problème des vendeurs de sommeil. C'est-à-dire ces gens qui font du logement insalubre, etc. Eux, par contre, tant que la flicaille ne débarquera pas chez eux et leur interdira, c'est pareil, ils louent. Vous avez des familles qui habitent dans ces milieux, dans ces appartements insalubres, etc. Vous allez en faire quoi? Il n'y a pas de logement. Vous allez foutre dehors des gens parce qu'ils n'ont pas le droit d'habiter dans cet appartement, parce que l'appartement n'est plus aux normes. Mais vous en faites quoi de ces familles? Vous les jetez dans la rue parce que vous n'avez plus de logement social? Non mais je vous dis, on marche sur la tête là. On marche sur la tête. Mais ceci dit, ça rentre bien dans ce que je vous disais, la destruction de l'État-nation. Mettez des incompétents à la direction, à la gestion du pays, et vous aurez un putain de bordel jusqu'au jour où ça va péter. Ça va péter aussi au niveau de l'insécurité. Je veux dire, là, c'est tous les jours maintenant. Là, on a eu à Cherbourg. Le maire de Cherbourg, qui a osé dire, oui, mais alors attention, ne vous acharnez pas sur le mec qui a défoncé la nana avec un balai, un manche à balai, parce que c'est un mec de la diversité, donc c'est raciste. Donc la victime, t'en as rien à branler. Toi, ce qui t'inquiète, c'est de savoir que, attention, les médias, n'insistez pas trop sur l'origine de cette personne, parce que... non mais, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. De toute façon, il y en a un sacré paquet qui sont à côté de la plaque. Mais comme je vous le dis, on ne me fera pas croire que ces gens le font consciemment. C'est voulu. Ou alors c'est que franchement, vous avez vraiment des idiots et des incapables et des incompétents à la tête du pays. Mais putain, mais là, faites une révolution. Vite. Avant qu'ils vous fassent tout péter. Parce que là, je vous rappelle, quand même 6000 migrants qui viennent de débarquer à Lampedusa. Et ces 6000 migrants, vous allez les retrouver un petit peu partout en Europe. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, il y a la goutte qui va déborder le vase. Et là, ça va faire mal. Et ça va faire mal. Et j'ai envie de dire, vous savez, en règle générale, quand ça pète, ça pète dans tous les sens. C'est-à-dire que ça pète à la fois à raison, mais aussi à tort. Et quand je dis à tort, c'est évidemment le communautarisme risque d'en prendre plein la gueule, gratuitement, avec tous les amalgames qu'en règle générale, des crises majeures, qu'elles soient sociales ou économiques, finissent par générer. Je vous plains, vous, les gens de la communauté musulmane, parce que tant que vous ne ferez pas le ménage dans votre communauté, tant que vous ne réaffirmerez pas votre assimilation à la société française, à ses libertés, à ses principes, à ses valeurs, et botter le cul de tous ces rigoristes, de tous ces conservatismes absolus, salafistes, etc., etc., moi je vous le dis franchement, j'aimerais pas être musulman en France aujourd'hui. Ce que je vous dis là, c'est pas de l'islamophobie, c'est pas du racisme, c'est une réalité. C'est une réalité de fait. D'autant plus que, encore une fois de plus,
Vous avez un chauffeur de bus de la RATP là, qui s'est fait choper à faire des vidéos et à faire le con. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je voulais que je vous rassure que les Blancs aussi peuvent être des monstres. Vous avez en Allemagne 2 gamines qui ont été reconnues coupables d'avoir tué leur petite copine et de l'avoir enterrée dans la forêt. Sauf qu'évidemment, étant donné qu'elles sont jeunes, qu'elles sont mineures, elles ont été remises à leurs parents avec un contrôle judiciaire, je crois, ou un truc comme ça. Donc, vous voyez, oui, la barbarie et l'ensauvagement ne touchent pas uniquement que des gens issus de pays du Maghreb ou d'Afrique noire. Ça touche aussi des Blancs. Parce que là, ce n'est pas une question d'ethnicité, d'origine, c'est une question sociale. C'est une question d'éducation, c'est une question de dérive, accentuée aussi par l'abrutissement de masse. Et l'abrutissement de masse, lui, il n'a pas de religion, il n'a pas d'origine ethnique. Lui, il attaque le premier crétin qui ne fait pas attention, ou qui ne comprend pas, ou qui n'est pas éduqué, ou dont les parents ne font pas attention, ou les parents sont dépassés, ou les tuteurs, où les mères célibataires n'arrivent plus rien à gérer du tout et que leur gosse va finir soit sous les balles d'une Kalachnikov ou soit en tôle. Voilà la réalité. Alors après, évidemment, il y a des problèmes culturels. Ça, là-dessus, évidemment. Mais d'une manière générale, l'ensauvagement n'est pas que l'exclusivité de gens issus de l'immigration, c'est l'exclusivité de gens qui, dans des milieux, n'ont pas reçu l'éducation, n'ont pas été sensibilisés, n'ont pas été gérés, n'ont pas été cadrés suffisamment, et finalement aujourd'hui sont des électrons libres qui ne voient pas à mal de balancer un chat contre un mur, qui ne voient pas à mal de balancer de l'acide sur une gamine, qui ne voient pas à mal parce que c'est drôle, parce que ça les amuse. Vous savez, c'est les mêmes qui aujourd'hui s'insultent. Les gens qui ne se respectent pas entre eux, les gens qui s'insultent, mais qui après te disent « Ouais, mais non, mais je rigole ». Non, tu rigoles pas. La façon dont tu le dis, le ton dont tu le dis, c'est pas de la rigolade. Je suis pas ton copain, je suis pas ton ami, je suis pas ton chien. Et bien ça, quand vous le dites à certaines personnes, ils ne comprennent pas. Vous savez, c'est comme ceux qui vous appellent frère. Ça va, frère? Ah oui, putain, quelle appropriation culturelle de la culture afro-américaine, puisque, oui, ici, les Afro-Américains, ils ont le droit de m'appeler bro, s'ils veulent, parce que c'est un signe affectif pour eux. Mais par contre, en France, si tu m'appelles frère, mais je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère parce que déjà, l'usage de frère n'est pas de ta culture. C'est une appropriation, c'est une exportation de quelque chose dont tu n'as absolument pas la légitimité. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez déjà 2-3 générations. Pour eux, c'est normal. Regardez, par exemple, nos 2 youtubeurs qui ont essayé de tenter une petite retour, mais qui se sont fait un petit peu aimer la gueule. McFly et Carlito. Eux, oui, voilà, c'est ça. Ils ont emprunté ce principe parce que c'est générationnel, de s'appeler frère. Oh, vas-y, frère. Oh, frère, vas-y, donne-moi. Oh, frérot, viens. Ah, peut-être certains d'entre vous ont dit, ouais, oui, il commence à radoter le vieux con. Eh ben, j'ai envie de dire, oui, générationnel. Sauf que la jeune génération aujourd'hui, vous avez quand même des modèles où ça devient inquiétant pour l'avenir. Surtout si en plus de ça, en France, c'est ceux qui doivent censés trouver des boulots pour travailler et payer les charges pour payer vos retraites. Dans ce fameux système de répartition. Ah oui, attendez, je ne suis pas critique contre le régime de répartition. Au contraire, je pense que c'est un système parfait. Sauf que malheureusement, on l'a laissé entre des mains de gens qui en ont fait n'importe quoi. Et qui ont fait que des conneries. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans cette optique de dire que ça prend l'eau partout?
Alors oui, on a les BRICS. Bon, les BRICS vont s'agrandir. Mais pareil, le problème, c'est qu'au sein des BRICS, il y a encore des petits conflits d'intérêts. Mais ceci dit, ce n'est pas mal du tout d'avoir quand même un contrepoids à l'Occident. À l'Occident et son G20, à l'Occident et son FMI, à l'Occident et ses empires financiers, qui aujourd'hui, c'est une guerre. Hein. C'est une guerre financière. Il y avait trois autres trucs que je voulais mettre aussi dans le fait que ça prend l'eau. Mais je vais terminer avec Elon Musk. Elon Musk, là, qui vient de lâcher une petite pierre, qu'il a l'intention peut-être de lancer un téléphone Tesla. Peut-être pas forcément Tesla, hein, mais un téléphone pour faire concurrence, évidemment, à Apple. Apple qui a appris une mauvaise nouvelle en France. Son iPhone 15 est interdit. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais Apple va certainement apporter des mises à jour et des modifications de telle manière à ce que son produit puisse être vendu finalement en France. C'est un problème de normes par rapport à une fréquence. Mais vous inquiétez pas, hein, en allongeant les gros chèques et en faisant croire qu'on a modifié pour être dans la norme. Puis dans quelques années, on apprendra que finalement, c'était du pipeau. Oui, alors donc Elon Musk, hein, évidemment. Alors je rappelle, hein, Elon Musk, certains peuvent l'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, racheter Twitter, appeler ça X, mais il n'en reste pas moins un appareil du système, si ce n'est dire un appareil alternatif du système. C'est-à-dire que Elon Musk est le symbole de ces mises à jour, on va dire, des mondialistes qui, un jour ou l'autre, finiront par se débarrasser des vieilles peaux. Des vieilles peaux comme George Soros, par exemple. George Soros qui a enfin décidé de céder la main à son fils. Je ne sais pas si on va y gagner au change, si ce n'est même que peut-être la Open Society, enfin la Soros Family a décidé de ralentir un petit peu ses actions en Europe. Mais aux États-Unis, ils sont toujours présents. Hein. Je rappelle, hein, parmi les généreux donateurs des BLM, philanthropes en soit-il, il y a l'Open Society. Eh ouais, non mais ils sont fourrés partout, hein, de toute façon. Pareil, hein, Bill Gates aujourd'hui, Bill Gates il radote. Bill Gates radoteur. Donc on remplace, mais on remplace en gardant les mêmes objectifs, même si idéologiquement, on va plutôt considérer que Musk est plutôt un conservateur. Enfin, je rappelle quand même que Musk n'est pas un Américain, c'est un Sud-Africain à l'origine. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, que ce soit progressisme ou conservateur, ceux qui ont les mains sur les leviers, les mains sur les commandes, ils n'en ont rien à foutre de ces considérations conservateurs ou progressistes. Pour eux, ce ne sont que des instruments idéologiques de propagande pour accéder à leurs desseins. Et l'un des principaux desseins, c'est évidemment la destruction des États-nations. Même les États-Unis. Alors, même si les États-Unis, de par sa puissance, de par son hégémonie, est, je dirais, un outil de haute technologie, idéologique, politique, à l'échelle internationale, pour faire pression, pour influencer, etc. Mais le jour où tout sera mis en place, le jour où l'Europe sera un truc, un bidule supranational, le jour où on aura réussi à faire tomber la Russie et la Chine, etc., ne vous inquiétez pas, les États-Unis d'Amérique seront elles aussi liquidées, tôt ou tard. Elle sera facilement liquidée, si elle n'est pas déjà liquidée d'ailleurs, puisque, comme je vous l'ai dit, quand on voit aujourd'hui, et je vais terminer là-dessus, je reviens, je fais la boucle avec le début de la vidéo,
quand on voit aujourd'hui l'état de la présidence des États-Unis d'Amérique, force est de constater qu'on se dit mais aujourd'hui ce n'est pas Joe Biden qui dirige le pays, c'est l'État profond. Ce sont des gens tels que les Obama par exemple. Oui, Barack Obama est dans les coulisses. Tenez-vous-le pour dire. Donc ça prend l'autre partout. C'est la rentrée en France. Je vois toujours pas de manif. J'entends des gens dire oui, ça va péter, ça va péter. Mais oui, mais pour que ça pète, il faudrait qu'il y ait des gens dans la rue. Il faut qu'il y ait des manifs. Il faut qu'il y ait des gilets jaunes pour que ça pète. Alors là, il n'y a que dalle. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.